Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet franchement super utile, comment demander son chemin en français. Je suis Charline et avec moi, il y a Emmanuel. Prêt à te perdre dans Paris, Manu? Ah, Charline, j'avoue, même moi je me perds encore parfois, hein. Mais tu sais quoi, c'est souvent dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Et puis, demander son chemin, c'est un peu la base quand on arrive dans une nouvelle ville, tu trouves pas? Mais tellement! Et souvent, ça fait peur, on se dit « Oh là là, je vais me tromper de mots ou la personne ne va pas comprendre ». Mais c'est en osant demander qu'on progresse, non? Exactement. Et je dirais même plus, les Français adorent te guider, surtout si tu fais l'effort de parler leur langue. Alors aujourd'hui, on va voir comment oser se lancer, même avec un vocabulaire tout simple. Alors, pour briser la glace, tu dirais quoi, toi, Emmanuel, quand t'arrêtes quelqu'un dans la rue? Je commence souvent par un petit excusez-moi, tu sais, en souriant. Ça détend tout de suite l'atmosphère. Puis j'ajoute bonjour ou pardon selon la situation. Et toi, tu as une formule magique. Ah ouais, carrément. Je me surprends même à dire un gros bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, comme si je mettais toutes mes chances de mon côté. Mais tu crois que c'est trop? Mais non, franchement, plus on est poli, mieux c'est. Et puis, même si on bafouille un peu ou qu'on hésite, les gens voient l'effort et ça met tout le monde à l'aise. Tu sais, moi, à Lyon, la semaine dernière, j'ai vu un touriste qui a juste dit pardon, je cherche. Et hop, tout le monde voulait l'aider. C'est vrai que ça marche souvent. Bon, une fois qu'on a capté l'attention, faut oser poser sa question. Alors, si je suis perdue, je dis quoi? Genre, où est? C'est suffisant ou il vaut mieux dire est-ce que vous pouvez m'indiquer? Où est? Ça va très bien. Surtout si tu ajoutes le lieu, la gare, le musée, ce que tu cherches. Mais est-ce que vous pouvez m'indiquer, c'est un peu plus poli, plus long, mais ça marche à tous les coups. Ah, et t'as remarqué qu'on dit souvent je cherche aussi? Genre, je cherche la rue Victor Hugo. C'est pratique si on a peur de se tromper sur la construction. Oui, c'est super efficace. Ce qui est cool, c'est qu'avec juste 3 mots, tu peux déjà avoir l'info. J'ai même entendu des gens demander la station de métro, c'est par où? Avec un petit geste de la main, et boum, les Français sortent leur GPS mental. Oui, et souvent ils t'expliquent avec 1000 détails. Ça me fait penser qu'il faut aussi comprendre la réponse, justement. Là, c'est le moment un peu stressant. On a posé la question, mais la réponse va super vite, non? Je me suis déjà retrouvé à hocher la tête alors que j'avais rien compris. Souvent, il balance, vous prenez la deuxième à gauche, puis tout droit, et hop, c'est terminé. Comment tu t'en sors, toi? Oh, je demande souvent. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ou plus lentement peut être. Ça fait un peu touriste, mais c'est pas grave. Parfois, je mime aussi, genre je fais les gestes avec les mains. Mais grave. On sous-estime la puissance du langage du corps, et puis les Français adorent expliquer avec des gestes, pointer du doigt, ou même t'accompagner un bout de chemin. Un jour, un monsieur m'a carrément fait traverser la rue pour me montrer le bon arrêt de bus. Ah oui, ça m'est arrivé aussi. Comme quoi, un sourire et un peu de bonne volonté, ça ouvre toutes les portes. Mais Emmanuel, tu crois qu'on peut s'entraîner à la maison avant de se lancer dehors? Moi, je conseille toujours de, tu vois, jouer la scène avec un ami ou même devant le miroir. Genre, tu fais semblant d'être un touriste, tu poses ta question, puis tu changes de rôle. C'est pas bête du tout. Et même si on n'a pas de partenaire, juste s'entendre, poser la question à voix haute, ça rassure. Parfois, je m'entraîne dans la rue à imaginer des situations, et si je devais demander la poste, là, Ah, et on peut enregistrer sa voix aussi, et écouter, puis corriger ses petites erreurs. Ça permet d'être plus à l'aise quand on doit parler pour de vrai. totalement. Et puis, petit à petit, on ose plus facilement, et franchement, même si on se trompe, les gens sont bienveillants. C'est un excellent moyen d'apprendre. Pour de vrai, Oui, rien de mieux que la vraie vie pour progresser. On arrive à la fin. Bon, si on devait retenir une chose, c'est que demander son chemin, c'est pas juste trouver une rue, c'est s'ouvrir à la rencontre, tu trouves pas? mais carrément. C'est une occasion de créer un échange humain, et puis chaque fois qu'on ose, on progresse. Même si on se trompe, c'est pas grave, au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Merci à tous d'avoir écouté French Podcast. Essayez la prochaine fois que vous êtes perdu de demander en français excusez-moi, je cherche, et vous verrez, la magie opère. Et souvenez-vous, sourire, politesse et un peu d'audace. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut Charline! Salut Emmanuel, salut tout le monde, et bonne chance dans vos aventures francophones.
Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Salut à tous et merci d'être de retour pour la deuxième partie de notre épisode sur French Podcast. Vous êtes toujours avec Charline et Emmanuel est là aussi, bien sûr. Emmanuel, tu te souviens combien on a rigolé la dernière fois en parlant de nos galères dans les rues de Paris ? Impossible d'oublier. Franchement, demander son chemin en français, c'est presque un sport national. J'ai encore eu une anecdote cette semaine. Un touriste m'a arrêté près du métro et on a galéré à trouver le bon boulevard. Ça m'a direct replongé dans nos discussions. J'adore ce genre de moment, surtout parce que ça montre à quel point la conversation dans la rue est vivante. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on va justement plonger là-dedans. Comment demander son chemin, les petites phrases qui sauvent, et surtout comment rester cool quand on débute. Et puis, on va vous donner des astuces concrètes, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver bloqué en pleine ville, sans savoir quoi dire. Je pense qu'on devrait commencer par les bases, non ? Tu sais, parfois on oublie que juste un bonjour, excusez-moi, peut ouvrir toutes les portes. Perso, j'ai remarqué que rien qu'avec cette formule, les gens sont plus enclins à aider. Ça me fait tellement penser à l'année où j'ai appris français, j'étais super nerveux, mais dès que je disais bonjour, les Parisiens se détendaient, ensuite demandaient où se trouve la gare, ou je cherche la rue Victor Hugo, passait tout seul. Oui, et ajouter un petit « s'il vous plaît » à la fin, ça fait toute la différence. Tu te souviens d'autres phrases toutes faites, simples mais efficaces ? Absolument, j'utilisais beaucoup « est-ce loin d'ici » ou « pouvez-vous m'indiquer le chemin ?» Même si on fait des erreurs, l'important c'est d'oser demander. Je crois que ça rassure aussi les débutants de savoir qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour se faire comprendre. Souvent, ce qui stresse le plus, c'est la réaction de la personne en face. Parfois, ils parlent super vite ou utilisent des mots qu'on n'a jamais entendus. Exactement. Une fois, j'ai demandé mon chemin et la dame m'a sorti un flot d'indications à toute vitesse. J'ai dû lui demander de répéter plus lentement et elle a tout de suite ralenti. Les Français apprécient l'effort, même si on galère un peu. Et puis, on peut toujours demander « pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou plus lentement. J'encourage vraiment ceux qui débutent à ne pas avoir peur de couper la personne gentiment. D'ailleurs, on oublie souvent, mais même les natifs se trompent ou demandent des précisions dans la rue. Ça dédramatise tout de suite la situation, non ? Ce qui m'a sauvée, c'est de mémoriser quelques mots-clés. À gauche, à droite, tout droit. Avec ça, tu comprends déjà la moitié des explications. C'est tellement vrai. J'ajouterais aussi des expressions comme « c'est près d'ici » ou « je suis perdu ». Ça crée parfois un vrai échange parce que la personne veut vraiment aider. Et tu sais quoi ? Parfois, juste un sourire et un mot de remerciement à la fin, genre « merci beaucoup », ça change tout. Même si t'as mal compris, l'intention passe. En plus, il y a toujours Google Maps en secours, mais rien ne vaut le contact humain. À force de pratiquer, on prend confiance. C'est ça le secret. Pour ceux qui veulent vraiment progresser, écouter des podcasts français, c'est juste magique. Tu entends les intonations, les petits mots du quotidien, c'est comme une immersion. J'ai remarqué que même 10 minutes par jour, ça fait une vraie différence. On s'habitue à la musicalité de la langue et petit à petit, ça devient plus naturel de parler, même avec des inconnus. Et puis, c'est moins intimidant qu'un cours formel. On peut réécouter, faire pause, noter les phrases qui nous plaisent. Je conseille de répéter à voix haute. Ça muscle la mémoire. Des fois, je m'amuse à rejouer des scènes entendues dans des podcasts, juste pour voir si je peux tenir la conversation. C'est fou comme ça, aide à gagner en spontanéité. Avant de se quitter, j'aimerais rappeler à nos auditeurs. Ne vous découragez pas. Faire des erreurs, c'est normal, et chaque tentative vous rapproche de la fluidité. C'est clair. Et n'oubliez jamais qu'un sourire et un peu de bonne volonté ouvrent toutes les portes. On a tous commencé quelque part. Et le plus important, c'est de prendre plaisir à apprendre. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie sur French Podcast. On attend vos anecdotes de la rue, vos galères et vos réussites. Alors partagez-les avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, entraînez-vous, osez parler et surtout, amusez-vous avec le français. À la prochaine. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une situation à la fois toute simple et en même temps un peu terrifiante pour quiconque apprend le français. Ah oui, Se retrouver perdu, plus de batterie sur le téléphone et devoir demander son chemin. le scénario catastrophe classique, oui. C'est un peu l'épreuve du feu pour voir si les leçons de français servent vraiment dans la vraie vie. Exactement. Et pour se préparer, on a réuni pas mal de sources. On a un guide pour débutants, Demandez votre chemin en français, qui est très pratique. D'accord ? Mais on a aussi un blog d'expatriés assez marrant qui s'appelle « Mes pires erreurs de navigation à Lyon ». Ça promet.
et un petit essai plus théorique sur les codes de la politesse à la française. Du coup, notre mission, c'est de faire la synthèse de tout ça pour créer une sorte de guide de survie. J'aime beaucoup l'idée. Et on va décortiquer ça en 4 étapes clés de l'interaction. C'est une bonne approche parce que ça va plus loin que la simple liste de phrases à apprendre. Ce qu'il faut comprendre tout de suite, je pense, c'est que demander son chemin, ce n'est pas juste une transaction d'infos. Ce n'est pas un distributeur automatique. Pas du tout. C'est un mini rituel social. Une petite danse de quelques secondes qui, si on la fait bien, en dit long sur la culture et peut vraiment ouvrir des portes. Mais si on la rate, Ça peut les fermer assez brutalement. voilà. C'est d'ailleurs ce que racontait l'auteur du blog. Son tout premier jour, il a juste interpellé quelqu'un en lançant Musée des Beaux-Arts. L'erreur classique. Et il a eu droit à un regard glacial et un bonjour très très sec en réponse. C'est là qu'il a compris que l'approche, là juste, cruciale. Ah bah oui. Alors, commençons par là. Comment on aborde quelqu'un sans faire cet impair? C'est le fondement de tout. L'erreur du blogueur est très parlante. En France, on n'entre pas comme ça dans la bulle personnelle de quelqu'un sans y être un peu invité. D'accord. Les formules comme « excusez-moi de vous déranger » ou, plus simplement, « pardon monsieur »,« pardon madame », ce ne sont pas juste des fioritures, C'est plus que de la politesse. beaucoup plus. C'est l'équivalent de frapper à une porte avant d'entrer. J'aime bien cette image de frapper à la porte. Ça change vraiment la perception. Ce n'est pas juste être poli, c'est demander l'autorisation d'interrompre la personne. C'est précisément ça. On reconnaît que le temps et l'attention de cette personne ont de la valeur. Si on zappe cette étape, on ne passe pas pour un touriste un peu maladroit, mais pour quelqu'un de mal élevé, quoi. D'impoli. Dit impoli, oui. Et ça conditionne toute la suite de l'échange. La source sur la politesse insiste même sur un truc qui est le contact visuel et un petit sourire avant de dire le premier mot. Ah oui, c'est subtil ça. Il faut d'abord établir un canal non verbal avant même d'ouvrir la bouche. D'accord. Donc la séquence c'est regard, petit sourire, pardon madame. Et seulement après, on pose ses questions. Voilà. On demande la permission d'entrer dans la conversation. Une fois que la personne répond par un regard ou un oui, là on a créé un cadre coopératif, elle est prête à écouter et à aider. C'est fou comme une seconde peut tout changer. C'est toute la dynamique, oui. Bon, j'ai réussi mon approche. La personne s'est arrêtée, elle m'écoute. C'est là que le stress monte encore un peu. Ah oui. C'est l'étape 2, formuler la question. Et là, nos sources donnent plusieurs options, du très direct au plus formel. Par exemple, il y a le classique « pour aller à la gare, s'il vous plaît ». C'est court, c'est efficace. C'est très courant à l'oral, très fonctionnel. Le « s'il vous plaît » est évidemment la clé. Sans lui, ça redevient presque un ordre. À l'autre extrême, on a la version très chic. « Excusez-moi, sauriez-vous où se trouve la station de métro la plus proche ?» Ah, le conditionnel. Oui, mais là, l'expatrié du blog met un bémol. Il dit qu'il a utilisé cette phrase et qu'il a eu l'impression que la personne le trouvait un peu snob. Intéressant. Comme s'il sortait d'un livre du 19e siècle. Est-ce qu'on peut être trop formel? C'est une excellente question, et oui, on peut. Le risque existe. Le conditionnel, sauriez-vous, c'est grammaticalement parfait. Ça montre un grand respect, ça veut dire « je ne présume même pas que vous savez ». D'accord. Mais dans la rue, dans une interaction rapide, informelle, ça peut créer une distance. Ça peut sembler un peu affecté, oui. Le blogueur n'a pas tort. Alors, c'est quoi le juste milieu? Le guide pour débutants propose une troisième voie. Bonjour, je cherche le musée d'Orsay. Ça me paraît pas mal. C'est souvent le meilleur choix. Le « je cherche », c'est personnel, ça crée une connexion. On ne pose pas une question abstraite, on exprime un besoin. C'est moins mécanique. Exactement. C'est moins transactionnel que pour aller à et moins guindé que sauriez-vous où se trouve. Ça invite un peu à l'empathie en fait. La personne ne devient plus un simple GPS humain, mais quelqu'un qui aide une autre personne. C'est intéressant, donc le choix de la phrase n'est pas qu'une histoire de grammaire, c'est aussi un choix de positionnement social. On choisit le niveau de distance ou de proximité qu'on veut créer. Absolument. Mais soyons clairs pour la personne qui apprend, n'importe laquelle de ces trois options fonctionnera si elle est dite poliment. Bien sûr. Le plus important, c'est d'être clair et de ne jamais oublier le bonjour et le s'il vous plaît. La perfection, c'est un bonus. D'accord. Donc, j'ai posé ma question, disons, avec un « je cherche la cathédrale, s'il vous plaît ». Et là, Le moment de vérité. c'est le déluge. La troisième étape, la plus redoutée, l'écoute. La personne répond, souvent avec beaucoup de bonne volonté, mais à une vitesse qui paraît supersonique. C'est ça. Et elle enchaîne des mots qu'on n'a jamais entendus.
c'est la panique. C'est le moment où le cerveau de l'apprenant surchauffe et menace de s'éteindre. On a tout bien fait au début et d'un coup, on est noyé. La pire chose à faire ici, c'est d'essayer de tout comprendre, mot pour mot. C'est impossible. C'est voué à l'échec. C'est là que le guide pour débutants est vraiment utile. Il liste le vocabulaire de survie. Les bases d'abord. À droite, à gauche, tout droit. Ça, il faut que ce soit des réflexes. Des réflexes auditifs, oui. Il faut les reconnaître, même au milieu d'une phrase très rapide. Ensuite, il y a les verbes d'action. Continuer, traverser, prenez, longer. Et enfin, les points de repère, ce que le guide appelle des ancres visuelles. J'aime bien ce terme. Au feu rouge, après le pont, devant la boulangerie. La bonne stratégie, c'est ce que j'appelle l'écoute sélective. Un peu comme un chercheur d'or. On ne s'occupe pas de toute l'eau de la rivière, on cherche juste les pépites. Et les pépites, ce sont ces mots-clés. Exactement. Une direction. À droite. Un verbe. Continuer. Et un point de repère. Boulangerie. Si on attrape ces 3 éléments, on a déjà 80% de l'info utile. Je me souviens d'une fois à Marseille, j'avais parfaitement compris « prenez la deuxième à droite ». D'accord? Mais j'avais complètement raté le « après la grande fontaine ». J'ai passé 20 minutes à explorer toutes les deuxièmes rues à droite du quartier. Ah oui, ça peut être long. Ça m'a appris l'importance des points de repère. Mais votre mésaventure illustre parfaitement le point suivant. Qu'est-ce qu'on fait si, même en cherchant les pépites, on est perdu? On fait semblant d'avoir compris. Surtout pas. L'orgueil est notre pire ennemi. Il faut oser dire la phrase magique. « Pardon, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît ?» On a peur de déranger encore plus en faisant ça. Et c'est contre-intuitif, mais cette phrase ne montre pas de la faiblesse, elle montre un effort. Et les gens y sont presque toujours très très sensibles. D'accord, en montrant qu'on essaie vraiment, on suscite plus de sympathie. Tout à fait. Et il y a une autre technique, encore plus puissante, la reformulation. Répéter ce qu'on pense avoir compris. Ah oui, Même si c'est incomplet. Donc, si je comprends bien, je continue tout droit jusqu'à la fontaine, et là, c'est la deuxième à droite. ça permet de valider. Ça valide l'information et ça montre à la personne qu'on a écouté attentivement. C'est hyper efficace. La personne va corriger ou confirmer, et souvent elle va utiliser des gestes pour aider. Le langage des mains, le sauveur universel. Toujours. D'accord. Donc j'ai les directions. Je les ai reformulées, je suis prête. L'échange se termine. On pourrait penser que c'est fini. Mais toutes nos sources insistent sur la 4e et dernière étape. La conclusion. Très importante, la conclusion. Comment on termine en beauté? Il ne faut surtout pas faire l'erreur de simplement tourner les talons et de partir. Ce serait de l'impolitesse ultime. Ce serait comme utiliser la personne comme un objet. Exactement. Comme un outil qu'on jette après usage. Notre essai sur la politesse parlait d'une boucle de politesse. J'ai trouvé ce concept très juste. C'est exactement ça. L'interaction a commencé par une marque de respect, le « excusez-moi ». Elle doit impérativement se terminer par une marque de gratitude. C'est ça qui encadre l'échange. D'accord. Les formules sont simples. Un « merci beaucoup » ou, si la personne a vraiment pris du temps, un « c'est très gentil de votre part ». Ça valorise l'effort de la personne, pas juste l'information. Et pour partir, Un « bonne journée » ou un « merci, au revoir » est la touche finale parfaite. Ça clôture la conversation proprement. On a ouvert la porte poliment, on la referme délicatement derrière soi. c'est vraiment cette structure qui transforme une simple demande en un vrai petit moment de connexion humaine. C'est la différence entre un service client et une conversation, oui. Si on résume, c'est donc moins une simple question-réponse qu'une petite chorégraphie sociale. J'aime ce mot. Une ouverture respectueuse, une question claire, une écoute ciblée et une conclusion polie et reconnaissante. C'est une synthèse parfaite. Et le message de fond, pour toute personne qui apprend, c'est que la réussite de cette chorégraphie ne dépend pas d'une grammaire parfaite. Non, Elle dépend de la compréhension et de l'application de ces codes. Une phrase un peu bancale, mais dite avec un sourire, un s'il vous plaît et un grand merci, sera toujours mieux reçue qu'une phrase parfaite balancée froidement. la bienveillance de l'intention compte plus que la précision de la syntaxe. C'est la clé. C'est ce qui permet d'oser se lancer. On a le droit de faire des erreurs de langue, les erreurs de politesse, elles, sont moins facilement pardonnées. Tout ça nous amène à une question un peu plus large. Pour finir, on a passé tout ce temps à décortiquer ce rituel, mais on vit à l'époque de Google Maps, nos téléphones nous guident au mètre près. C'est vrai. Du coup, quelle valeur reste-t-il aujourd'hui dans l'art de demander son chemin à un inconnu? C'est la question fondamentale.
Est-ce que cette compétence est en train de devenir juste un plan B pour quand on n'a plus de batterie C'est ça. Je ne crois pas. Je pense qu'elle préserve quelque chose d'essentiel. À chaque fois qu'on choisit de s'adresser à un humain plutôt qu'à un écran, on fait un petit acte de foi dans la communauté. Ah, c'est bien dit. On crée une opportunité, même minuscule, pour un moment de confiance, d'entraide, de connexion spontanée entre deux étrangers. La technologie nous donne l'efficacité, c'est certain. Mais est-ce que cet échange humain, même très court, ne nous donne pas autre chose? Quelque chose de plus? Peut-être un sentiment d'appartenance? La preuve que, même quand on est perdu, on n'est pas tout à fait seul. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie destination qu'on cherche.